Retour de l'information sur RTI 1. Bonsoir à tous et bienvenue. Voici le titre de ce journal. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres ce mercredi 22 septembre au palais de la présidence de la République. Une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des personnes en situation de handicap a été mise en place. Le déploiement de la SOTRA à Bouaké a aussi été évoqué. Quel bilan des élections présidentielles et législatives en Côte d'Ivoire? La question est au cœur d'un atelier à Yamoussoukro. Dans la capitale politique ivoirienne, la CEI et ses partenaires ont dressé le bilan de leurs activités communes. Au palais de la Marina à Cotonou, au Bénin, Patrice Talon et Thomas Boniaï se sont rencontrés ce mercredi. L'ex-chef de l'État a exposé à son successeur une série de propositions et de demandes portant notamment sur la libération des détenus politiques. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1 sous la présidence du chef de l'État. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi à Abidjan. Plusieurs mesures d'ordre économique et social ont été adoptées. Des mesures telles que l'intégration des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, le déploiement à Bouaké et à l'intérieur du pays d'une centaine d'autobus de la SOTRA, la mise aux normes de nos stades de football avant surtout la CAN 2023. C'est un compte-rendu de Viviane Aïma. Au tableau du Conseil des ministres de ce mercredi 22 septembre 2021, sous la présidence du président de la République Alassane Ouattara, on relève la signature d'un projet de loi, la signature de 7 décrets, l'accord de nomination de 4 nouveaux ambassadeurs étrangers et l'adoption de 10 communications émanant de différents ministères. Économie, développement des infrastructures. Au volet social, 2 décrets ont été adoptés relatifs à l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des personnes en situation de handicap dans le secteur public, en abrégé COTOREP secteur public. Toujours au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection civile, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, mais cette fois-ci du secteur privé, en abrégé COTOREP, secteur privé. Ces 2 décrets visent à garantir le droit à l'emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que le droit au reclassement professionnel des travailleurs handicapés, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, de façon à favoriser, bien entendu, leur inclusion sociale. Après Abidjan, le déploiement de la SOTRA à Bouaké est désormais réalité. Le gouvernement entend poursuivre cette extension dans d'autres villes de l'intérieur du pays. Prévu depuis les années 80, le déploiement de la SOTRA dans la ville de Bouaké est effectif. Suite aux résultats probants de la phase pilote, la cérémonie de lancement du démarrage des activités de la SOTRA à Bouaké est prévue pour ce vendredi 24 septembre 2021, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est un réseau de 100 autobus offrant des conditions de confort et de sécurité pour le déplacement des populations qui sera mis en route, opérant sur 8 lignes de transport public, qui sera déployé donc pour le démarrage de cette activité à Bouaké. Et à l'horizon 2023, la SOTRA va donc aligner 400 autobus qui vont opérer sur un total donc de 10 lignes avec 1300 emplois directs qui seront créés et 2000 emplois indirects. Aussi, afin d'accompagner le développement équilibré du territoire et de satisfaire les besoins de mobilité urbaine, le Conseil prévoit, sur la période 2021-2023, le déploiement de la SOTRA ou d'un système de transport par autobus dans les villes de l'intérieur du pays, notamment à Yamoussoukro, à San Pedro et à Korogo.
Crash de l'avion de l'armée ivoirienne survenu dans la nuit du jeudi 9 septembre au vendredi 10 septembre à la frontière nord du pays. Une communication sur les premières conclusions de l'enquête a été présentée en Conseil des ministres. Les premières conclusions de l'enquête diligentée au lendemain du crash de cet aéronef, un hélicoptère de l'armée ivoirienne, indiquent qu'il serait survenu suite à des conditions météorologiques défavorables. Les premières constatations pensent que l'aéronef a pu être frappé par la foudre, mais à partir du moment où une des boîtes noires a été trouvée, la deuxième étant toujours en train d'être cherchée, leur exploitation permettra de dire de façon précise quelles étaient donc ces conditions météorologiques qui ont été à la cause du crash de cet hélicoptère de l'armée ivoirienne. Les recherches ont permis de retrouver les dépouilles des membres de l'équipage, constitués de 3 instructeurs étrangers et de 2 opérateurs ivoiriens. Évidemment, le Conseil a une pensée pour la mémoire de ces disparus et un hommage militaire sera rendu aux victimes ivoiriennes ce vendredi 24 septembre à la place d'armes de l'état-major général. En ce qui concerne donc les instructeurs étrangers, une cérémonie sera organisée en leur honneur à la base aérienne d'Abidjan avant le rapatriement donc de leur corps. Cannes 2023, la Côte d'Ivoire sera-t-elle prête pour abriter ce grand rendez-vous sportif? Le Conseil des ministres s'est penché sur le dossier. Et on peut dire que globalement, le niveau d'investissement est satisfaisant et nos installations seront prêtes donc pour la Cannes dès 2022, juin 2022. Cependant, il existe des normes de la FIFA et des normes de la CAF, et il était important que toutes nos installations soient mises en conformité avec ces normes. Ainsi, donc, le stade des Bimpe, qui a été livré, est fermé pour cette mise en conformité. Et même si le stade de Yamoussoukro est achevé à plus de 90%, la pelouse est impeccable, mais la mission de la CAF qui est arrivée ici a souhaité que les derniers matchs de qualification qui nous restent puissent être joués à l'étranger. Et c'est ce qui sera fait. C'est des matchs qui devaient être abrités en Côte d'Ivoire, mais en raison de cette opération de mise en conformité de nos installations, ces matchs vont se dérouler à l'étranger. Prochain Conseil des ministres, le 6 octobre. Mardi, à New York, plusieurs chefs d'État ou de gouvernement se sont succédés à la tribune des Nations Unies pour se prononcer sur des questions d'intérêt international. À l'ouverture des travaux, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à se réveiller et à faire face aux menaces et aux divisions de toutes sortes. On fait le point de cette première journée avec notre envoyé spécial, Michel Diré. C'est une effervescence qu'il n'avait pas connue depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Le siège des Nations Unies à New York renoue avec ses ambiances des grands jours le temps de l'ouverture du débat général. Les chefs d'État ou de gouvernement se succèdent au pupitre pour leurs déclarations. Quand le secrétaire général des Nations Unies prend la parole, le ton est grave, Antonio Guterres est formel, le monde va mal. Je suis ici pour tirer la sonnette d'alarme. Le monde doit réagir d'urgence. Nous sommes au bord de l'abîme et nous allons à reculons. Jamais notre monde n'a été aussi menacé ou plus divisé. Nous faisons face à la plus grande avalanche de crise de notre existence. La pandémie de Covid-19 a amplifié des inégalités déjà flagrantes. La crise climatique s'abat sur la planète. De l'Afghanistan à l'Éthiopie, en passant par le Yémen et ailleurs, les bouleversements font échec à la paix. À la tête de la délégation ivoirienne aux Nations Unies, la ministre Kandia Camara décrypte le discours d'Antonio Guterres. Concernant la lutte contre la pandémie à coronavirus Covid-19, il a demandé aux États qui ont des moyens de mettre à la disposition des plus faibles des vaccins afin que les populations puissent bénéficier des mêmes soins. Il a lancé un appel à plus de solidarité afin que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et les violences, il a demandé une grande solidarité
Il a demandé aussi plus de démocratie. Le débat général se déroulera jusqu'au 27 septembre, date à laquelle la ministre Kandia Camara portera la voix de la Côte d'Ivoire à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Un atelier sur le projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire se tient à Yamoussoukro. Il s'agit pour la Commission électorale indépendante et le Programme des Nations Unies pour le développement de faire le bilan de leurs activités communes. Depuis Yamoussoukro, le compte-rendu de Sidonie Davila. La Commission électorale indépendante et ses partenaires techniques et financiers satisfaits d'un dénouement positif des élections en Côte d'Ivoire, de la présidentielle en octobre 2020 aux législatives en mars 2021, c'est un processus électoral qui est bouclé. La CEI dresse le bilan de ses activités avec ses différents partenaires pour renforcer son système. C'est dans ce cadre que se tient l'atelier bilan du projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire, PASS. Je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas de faire une évaluation de la CEI, puisqu'on n'en a pas le mandat, et encore moins du processus électoral. Mais il s'agit ici de dresser le bilan des activités réalisées conjointement avec la CEI dans le cadre d'un partenariat fructueux afin de déterminer ce qui a marché, ce qu'on aurait pu faire mieux, mais également ce qu'on n'a pas pu faire, afin de tirer les leçons pour la suite et la période entre deux élections. Le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et la Côte d'Ivoire ont signé le 30 janvier 2020 un programme d'appui au cycle électoral PASS. C'est cet accompagnement des partenaires extérieurs à travers le PNUD qui a permis à la CEI d'atteindre ses objectifs. Nous connaissons tous le contexte dans lequel s'est déroulée l'élection présidentielle d'octobre 2020. Les élections législatives de mars 2021, plus inclusives, plus transparentes et généralement sans violence, ont démontré d'une certaine manière la maturité technique des institutions et organes impliqués dans la gestion des élections en Côte d'Ivoire. Je félicite la Commission électorale indépendante et l'encourage à pérenniser ses acquis. On s'est inscrit dans ces projets en tant qu'équipe Europe, Team Europe, parce qu'on pense que c'est important de vous accompagner. La démocratie et la paix, et vous le savez très bien, c'est quelque chose qui n'est jamais un acquis. C'est quelque chose qui se travaille tous les jours. La détermination et le professionnalisme de la CEI reconnus et salués pour le président de l'institution, Ibrahim Koulibaly Kubière, l'heure du bilan est aussi l'heure de la reconnaissance. C'est le lieu de vous exprimer ici ma très sincère gratitude et celle de tous les membres de la Commission électorale indépendante. Je voudrais profiter de cette opportunité pour réitérer ma reconnaissance au système des Nations Unies et particulièrement au PNUD. Nous avons certes connu des écueils. Il n'en demeure pas moins que nous avons engrangé des succès francs et des acquis indéniables. Il est à notre avantage, donc, dans la suite logique de notre coopération, de marquer un arrêt. Les travaux de cet atelier sur le bilan du projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire, dénommé PASS, se tiennent du 22 au 24 septembre. Partenaires financiers, chancellerie, groupements politiques, corps préfectoral, sécurité, société civile, tous participent à cet atelier conjointement organisé par le PNUD et la CEI. Et en parlant maintenant de cohésion sociale, il y a quelques jours, une altercation opposait des jeunes gens dans le département de Mbato. L'un d'entre eux a été grièvement blessé, mais fort heureusement, sa vie n'est plus en danger. Dépêchée sur le lieu, la ministre de la Culture et fille de la région de Moronou est allée apporter la compassion du gouvernement. Arlette Badou a surtout invité la population au pardon et à la cohésion. Franck Quadio. Le ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle à Mbato, région du Moronou. L'émissaire du gouvernement en compagnie des autorités administratives venues parler de paix et de cohésion. En effet, la localité a été récemment le théâtre d'altercations entre jeunes soldés par un blessé.
Dans un contexte social fragile, les envoyés du gouvernement ont réaffirmé la nécessité d'éviter tout trouble ou tension à même de menacer la paix sociale. La ministre Arlette Badou a donc rendu visite aux blessés qui se rétablissent progressivement afin de lui exprimer sa solidarité illustrée par un soutien financier. La victime s'en est sortie, l'esprit de cohésion et de paix a prévalu. Nous avons une situation d'accalmie que nous avons saluée et nous avons félicité tous les acteurs. En premier lieu, monsieur le préfet du département, toute la chefferie et la jeunesse, les cadres qui se sont impliqués fortement pour nous éviter le pire. Nous avons demandé d'œuvrer plutôt à la cohésion pour profiter du développement durable amorcé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La délégation n'a pas manqué de rendre aussi visite aux autres acteurs du conflit avec le même message, plus jamais ça. Pour la préservation de la cohésion sociale, tous ont alors pris l'engagement de contribuer à garantir ici l'unité pour un développement communautaire harmonieux. On reste à l'intérieur du pays, mais cette fois-ci dans le Lodjibois où LRD Nouvelle Énergie sensibilise les populations à la cohésion, à la paix et à la solidarité. Le mouvement des libéraux pour la renaissance et le développement était dans le village de Sacracro pour des activités socio-culturelles et sportives. Ses premiers responsables ont appelé la population à soutenir le président de la République. Le commentaire d'Abou Sanogo. 14 villages de la région du Lodjibois communient autour des valeurs de cohésion, de paix et de solidarité. Le mouvement politique et les nouvelles énergies à la 5e édition des journées socio-culturelles et sportives AGC 2021 dans le village de Sacracro. Une édition marquée par la pose de la première pierre de l'école primaire publique Amadou Gon Coulibaly, avec la mise à disposition de 5 tonnes de ciment pour le démarrage des travaux, d'un coût estimé à 25 millions de francs CFA pour un bâtiment de 3 classes. Elle ouvrira ses portes à la rentrée prochaine pour remplacer la paillote qui servait jusque-là d'école pour ce village. Un engagement avait été pris par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de doter cette zone d'une école. Donc nous sommes venus cette année pour réaliser cet engagement-là. Des kits scolaires et des semences ont été distribués aux meilleurs élèves et aux paysans. Il faut faire confiance à une personne et à la personne du président Alassane qui n'oublie personne dans sa vision. Alors je demande à mes frères, je demande à mes enfants qui allons bénéficier de cette école-là de le prendre au sérieux, de se prendre au sérieux et d'étudier pour l'avenir de ce pays. Pendant plus d'un mois, des villages de cette localité ont été visités par les membres des énergies nouvelles pour une sensibilisation massive à la cohésion et à des actions de promotion de l'autonomisation financière des femmes et des jeunes. Le tournoi de football a vu le sacre de l'équipe de Sacracro dans les épreuves de tir au but, s'adjugeant ainsi le trophée Alassane Ouattara pour la cohésion sociale et la solidarité. On ouvre le chapitre économique de ce journal. Des parlementaires de l'UEMOA, membres du comité interparlementaire dénommé CIP-UEMOA, se sont réunis récemment à Bamako, dans la capitale malienne. Les réflexions ont porté sur la mise en marche de la monnaie unique, l'ECO, des parlementaires qui envisagent une synergie d'action pour mettre en lumière les avantages de l'ECO en faveur des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le commentaire de Walter Amadou Ouattara. Prévue pour 2020, la mise en marche de la monnaie unique ECO dans l'espace CEDEAO va vers une évidence. Elle n'aura pas lieu cette année. Désormais, 2027 est dans le viseur des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le CIP-UEMOA, comité interparlementaire de l'UEMOA, à travers la réunion de ses sous-comités politiques, économiques, financières et monétaires, ainsi que celui des politiques fiscales, douanières et commerciales, réunis à Bamako, ont analysé 5 jours durant les moyens à mettre en œuvre pour booster le projet de création de l'ECO. Au terme de leurs travaux, ces sous-comités du CIP-UEMOA ont fait des recommandations. Entre autres, le renforcement de la communication sur le processus d'implantation de l'ECO et la sensibilisation des populations, l'association des parlementaires de l'UEMOA dans le processus de création de l'ECO,
le renforcement du processus en cours d'harmonisation des réformes relatives aux interventions de la Commission dans le domaine de l'union douanière avec celle de la CEDEAO et de la ZLECAf. Au vu des avancées de cet important projet communautaire et économique qui entre dans la vision du chef de l'État ivoirien, le président du CIP UEMOA n'a pas manqué de traduire sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, dont le pays, la Côte d'Ivoire, est le leader de l'espace UEMOA. De 2018 à 2021, voici maintenant 3 années que le Conseil Café Cacao a lancé son programme d'arrachage intensif des parcelles infestées par le Soul-El-Chout. 100 000 hectares sont concernés par cette opération. Dans ce sujet que je vous propose de suivre maintenant, notre reporter Noël Niayo nous parle des perspectives dans le processus d'éradication de cette maladie. C'était au cours d'une rencontre qui s'est déroulée à Yamoussoukro. Reportage. Le Soul-El-Chout, c'est une maladie qui affecte le verger cacao, qui le détruit. Le Soul-El-Chout, comme son nom l'indique, impacte la production. Les baisses de production sont de l'ordre de 25% la première année, 50% la deuxième, enfin mort du cacaoyer 3 à 5 ans après, à titre d'illustration. Donc à partir de 16 maintenant, ça commence à diminuer. Bon, en 2019, 2020, même vraiment, je n'ai rien. Pour avoir même 2 sacs, j'ai des 1000 problèmes. Et ce sont les sociétés qui ont regardé ma plantation, que c'était la maladie qui est en train de détruire ma plantation. Son seul remède à ce jour, l'arrachage des plants infestés. Janvier 2018, lancement du programme à Oku-Kofikoro dans le département de Bouaflé. Objectif, arracher 100 000 hectares de plants infestés sur 3 ans. En août de la même année, à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire, les 2 directeurs généraux, Yves Brahima Koné du Conseil Café Cacao et Joseph Boahin, Aïdo du Ghana, Cocobord, lancent conjointement l'opération d'arrachage des plants. Le Ghana va mener la lutte à la frontière. Si nous ne menons pas la lutte conjointement à la frontière, les plants qui vont être plantés au Ghana seront atteints par le virus qui va quitter la Côte d'Ivoire pour aller là-bas. 3 ans après, la partie ivoirienne a fait son bilan. 105 000 hectares de plants sont arrachés contre 100 000 initialement prévus. Malgré cette performance, des poches de maladies sont encore présentes dans les zones de production. L'atelier invite à la poursuite de la sensibilisation des producteurs et à l'arrachage des plants sur une superficie de 70 000 hectares pour les 2 prochaines années. La 5e édition du Salon international de la géomatique s'est ouverte ce matin à Abidjan. Une édition qui se tient en mode semi-virtuel à cause de la Covid-19 et qui va durer 3 jours. L'apport des technologies de la géo-information dans la gestion de crise, c'est le thème qui sera abordé. Plus de détails avec Raskando. 3000 participants issus de 15 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique attendus pour la 5e édition du Salon international semi-virtuel de la géomatique édition 2021. La géomatique consiste à collecter, traiter et diffuser des données géographiques. Au menu de cette première journée, des panels sur les nouvelles sources de revenus pour les collectivités en période de crise. En point d'orgue, le projet e-commune développé par le CNTG qui permet l'accroissement des ressources. C'est un projet qui est vraiment payant. Nous avons pu multiplier nos recettes par 2 en adhérant à ce projet, en faisant le recensement de tous nos contribuables et en les identifiant, en les géolocalisant. Avant le projet, nous étions autour de 400 à 500 millions par an en prévision budgétaire. Aujourd'hui, nous sommes à 1 milliard, 1,1 milliard avec le projet. Au regard de ces résultats, le directeur général de l'UVICOSI invite les collectivités à s'approprier cet outil de bonne gouvernance. Le concept e-commune suscite un intérêt chez les participants internationaux. La Côte d'Ivoire a pris de l'avance. Nous, au Niger, nous sommes venus ici pour prendre ces solutions et aller les appliquer. Nous sommes convaincus que l'utilisation de ces solutions digitales permettront à terme d'améliorer les ressources et d'en créer des nouvelles. Le projet e-commune, c'est un projet qui date de près de 4 ans. Nous sommes à l'apogée de ce projet déjà, où des communes ont expérimenté cette méthodologie et qui donne des résultats. Aujourd'hui, c'est une séance de partage, d'explications techniques, des procédures qui existent. Il y a vraiment la transparence, il n'y a plus de déperdition. Mais en même temps aussi, c'est très important parce que les communes auront plus de ressources de cette façon, de manière cartésienne, pour pouvoir subvenir aux besoins de la population. La géomatique 2021
innove avec le concours de la meilleure technologie des petites et moyennes entreprises du secteur de la géo-information. Le prix de la meilleure exposition virtuelle sera également attribué. La lutte contre la Covid-19 se poursuit. On fait tout de suite le point de la situation après le jingle. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 22 septembre 169 nouveaux cas de Covid-19 sur 3673 échantillons prélevés, soit 4,6% de cas positifs, 105 guéris et 9 décès. À la date du 22 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 59 408 cas confirmés, dont 56 995 personnes guéries, 583 décès et 1830 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 987 523. Le 21 septembre 2021, 29 702 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 836 904 doses du 1er mars au 21 septembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. C'est la rentrée des classes à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour cette rentrée académique 2021-2022. Le fleuron de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire va accueillir au total 289 étudiants, des étudiants issus de 19 pays, des étudiants qui vont surtout contribuer au développement de leurs pays respectifs. Kader Sogodogo. École supérieure d'agronomie, ESA, de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Dans cette salle, des étudiants suivent un cours sur la transformation des déchets alimentaires. Parmi ces futurs ingénieurs, certains viennent de la Centrafrique, du Congo, du Bénin. Ils ont un seul objectif, acquérir une formation de qualité dans cette école prestigieuse. J'aimerais être un environnementaliste. Vu la formation que l'INP donne à ses élèves, j'aurai l'opportunité d'atteindre mes objectifs. Donc, je suis venue ici pour pouvoir avoir plus de connaissances afin de valoriser les déchets liquides qui ressortent des stations d'épuration des hôtels. Qu'ils soient guinéens ou encore sénégalais, ces étudiants, une fois le parchemin en poche, ont un seul objectif, apporter une valeur ajoutée au développement de leur pays respectif. Des enseignants qui ne tarissent pas d'éloges pour ces apprenants venus de si loin. Nous avons des étudiants étrangers qui se comportent très bien. Ils ont vraiment l'envie d'apprendre. Et entre eux et nos étudiants que nous avons, souvent c'est au niveau de l'accent que tu peux percevoir que l'autre il te vient par exemple d'un autre pays. Sinon, je crois que l'intégration est totale. Pour cette rentrée académique 2021-2022, ils sont au total 289 étudiants, dont 214 garçons et 75 filles issus de 19 pays qui sont membres de la communauté INPHB. Leur recrutement obéit à une rigueur avérée. C'est d'abord une phase d'analyse de dossier. On prend les meilleurs dossiers et une fois que cette phase de sélection est faite, on recrute maintenant, on fait passer un examen écrit cette fois-ci, donc ça c'est la deuxième étape. Ils passent tous le même examen. On va pondérer finalement la moyenne et puis faire le classement et puis ils seront sélectionnés. La seule différence, c'est que pour les autres pays, on va fixer des quotas. On va essayer de prendre des quotas en fonction de nos capacités d'accueil. Travaux publics, mines et géologie, agronomie, management, sciences. Le développement de l'Afrique passe par une formation de qualité. En la matière, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, est pour eux la destination idéale. Autre chose à présent, la commission d'attribution de la carte d'identité de journaliste professionnel a rencontré les responsables et directeurs de communication d'entreprises publiques. Ces derniers ont été informés des dispositions leur permettant de bénéficier de la carte de professionnel des médias. Le reportage de Franck Kouadio à retrouver dans nos prochaines éditions.
Et puis dans l'actualité hors de chez nous, au Bénin, le président Patrice Talon a rencontré son prédécesseur et opposant Thomas Boni Yayi. La rencontre s'est déroulée au palais de la Marina. Les deux hommes en froid ne s'étaient pas revus depuis 2016. L'ancien chef d'État béninois est venu demander à son successeur la libération des détenus politiques et d'opinion. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et que la paix soit chez vous.